Madame, Monsieur, bonsoir. 68 jours que l'état d'urgence sanitaire est en vigueur au Maroc. Et bien que les entreprises aient été appelées à reprendre du service dès aujourd'hui, pour beaucoup de secteurs, l'attente est toujours de mise. Et malgré toutes les mesures que l'État marocain a adoptées jusque-là, beaucoup d'entreprises, surtout les tout petites, risquent une mort imminente. Comment le plan de relance économique peut-il répondre aux demandes des toutes petites et petites entreprises de manière tangible? Réponse avec Ahmed Bouzidi, président du mouvement des entreprises du Maroc. Et un sujet beaucoup plus macroéconomique en deuxième partie d'émission. Une question qui a fait l'objet de plusieurs analyses depuis le début de cette crise de la Covid-19. À quoi ressemblera le monde de demain sous le prisme, bien sûr, économique? Et si la pensée économique venait à se renouveler, quels en seraient les contours? Pour les altermondialistes, la crise actuelle sonnerait le glas pour la globalisation. Selon le magazine britannique The Economist, la crainte de la contagion et les mesures de confinement appliquées dans le monde poussent au repli sur soi et à l'autosuffisance. Le magazine dit au revoir à la mondialisation et redoute ce qui va la remplacer. Nous allons poser des questions relatives justement au nouveau modèle économique post-Covid en deuxième partie d'émission avec l'économiste Jamal Diouani. Restez avec nous. Elles sont victimes de l'effet domino de la crise qui malmène leurs donneurs d'ordre. Les TPE-PME marocaines parviendront-elles à survivre à l'effet Covid-19? Rien n'est moins sûr et pourtant, les mesures destinées à les sauver de la banqueroute ne manquent pas. Souhail Jalil revient sur les mesures entreprises par le gouvernement marocain pour sauver les TPE et PME et les entreprises marocaines de manière générale. Regardez. Dans le royaume, près de 142 000 entreprises, soit 51% du tissu économique, ont arrêté définitivement ou temporairement leurs activités. Les TPE, elles, sont les plus touchées. Elles représentent 72% des entreprises en difficulté, tandis que 26% sont des PME et seulement 2% sont de grandes entreprises. Pour aider ces structures et accompagner l'économie nationale, le comité de veille économique a pris un ensemble de mesures en faveur de ces entreprises, des mesures traduisibles notamment par un accompagnement des prêts pour les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 500 millions de dirhams. Des prêts exceptionnels sont garantis par l'État à travers Daman Oxygène. Le comité de veille économique a aussi prévu un set de mesures relatives au report des déclarations fiscales pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'exercice 2019 est inférieur à 20 millions de dirhams. Elles peuvent bénéficier, si elles le souhaitent, du report du dépôt des déclarations fiscales jusqu'au 30 juin 2020. Et dans le même élan de sauvegarde économique, la CGEM a aussi présenté des propositions relatives au plan de relance de l'économie nationale. En matière de financement, ce plan préconise l'instauration de mécanismes de crédit à long terme conditionnés, attractifs et automatiques pour les TPE et PME, ainsi que des dispositifs de quasi-fonds propres en faveur des entreprises de taille intermédiaire et des grandes entreprises. Et depuis Casablanca par Skype, Ahmed Bouzidi, président du mouvement des entreprises du Maroc. Bonsoir Ahmed Bouzidi. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Bonsoir, je vous entends, mais la musique est trop forte. Très bien, on va s'en occuper en régie, ne vous inquiétez pas. Alors, on va peut-être commencer par une réaction, Ahmed Bouzidi, par rapport aux mesures qui ont été proposées. Excusez-moi, la musique est trop forte, j'arrive pas à vous entendre très bien. C'est 3 sur 5. Est-ce que c'est mieux maintenant? Voilà, alors c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Bonsoir. Bon, alors, on va peut-être commencer par une réaction dans le reportage que nous venons de suivre. Il y a eu un retour sur les mesures qui ont été entreprises par le Maroc, mais aussi une mention aux mesures qui sont proposées par le patronat marocain pour sauver les entreprises de la banqueroute et notamment les relancer après la fin de cet état d'urgence sanitaire. Que pensez-vous de ces mesures, notamment en ce qui concerne les TPE et PME marocaines?
Ben, c'est-à-dire, il y a deux choses, si vous voulez. Bon, en ce qui concerne enfin ces propositions qui ont été faites et ces actions par le gouvernement, bon, bien sûr, elles sont salutaires et bénéfiques, mais pour nous, la petite entreprise, il y a une priorité quand même qui passe avant parce que tout ça, ça concerne un petit peu le crédit et le financement pour l'accompagnement. Hmm. Alors que actuellement, le problème numéro un pour les petites entreprises, c'est les carnets de commandes qui sont vides. Oui. Parce que, si vous voulez, déjà avant la pandémie, les petites entreprises attendaient le mois de mars pour la relance des appels d'offres publics et privés. Et malheureusement, le mois de mars, c'était le coup de fouet par ce confinement pandémique là. Et Hmm. puis là, les carnets de commandes sont très vides, sont vides. Maintenant, il y a aussi l'approche après, le post-pandémique, c'est que, comme vous savez, il y aura le marché qui est dérégulé, donc l'offre et la demande, elle est complètement perturbée, et certainement, il va y avoir l'affluence des grandes entreprises sur le petit marché, et là, il va y avoir un problème. Voilà, c'est ça un petit peu le problème numéro un. D'un côté, vous avez les entreprises qui sont plus grandes, qui vont vouloir remplir leur carnet de commandes pour rétablir le chiffre d'affaires d'antan. Et de l'autre côté, vous avez quand même un point très important qui est l'informel, qui absorbe le reste. Et finalement, si vous voulez, la petite entreprise se trouve entre l'enclume et le marteau. Donc, il Alors, y a la question d'abord, en hmm. priorité, d'abord les problèmes d'accès et les marchés pour pouvoir avoir la compétitivité et avoir un carnet de commandes plus ou moins plein. Et ensuite, il y a le deuxième point, c'est le délai de paiement qui tarde. Là, on va en parler et nous avons fait des propositions. On va en parler tout à l'heure, si vous voulez. Et ensuite, à ce moment-là, le Parlons-en financement. maintenant justement. Quelles sont les propositions? Est-ce que les propositions que vous avez faites sont en concordance avec celles qui ont été développées et présentées par la CGM la semaine dernière? Si vous voulez, bon, celle qui a été faite par la CGM, bon, là, nous la respectons, mais nous avons d'autres, enfin, nous avons fait des propositions beaucoup plus concrètes et plus pratiques. Je vous cite le cas le plus important, c'est l'exemple qu'a fait le gouvernement, l'accord qu'a fait le gouvernement avec les banques Mhm. pour le remboursement de la TVA. Il y a eu Oui. la prise en compte par le gouvernement, je crois, de la commission bancaire et les banques ont payé les grosses entreprises des TVA qui étaient en cours et le problème était réglé. Et c'est ce qu'on propose, nous. Un genre, si vous voulez, si on appelle ça le factoring inversé. C'est-à-dire que le payeur, s'il a des difficultés, une entité publique ou semi-publique ou privée qui est en difficulté de trésorerie, eh ben, elle cherche le factoring, elle paye le factoring et l'organisme de factoring paye la petite entreprise. C'est plus simple et plus pratique et plus efficace. Je ne vois pas pourquoi ça a été utilisé pour la TVA et ça ne soit pas utilisé pour ces créances de petites entreprises qui en souffrent. Parce que le problème, non seulement ils en souffrent, mais ils vont chercher des crédits à n'importe quel taux, par n'importe quel moyen. Et là aussi, ça entraîne d'autres problèmes. Le chiffre d'affaires qui n'augmente pas, qui reste gelé parce que Mais la trésorerie fait défaillance. quand on parle de crédit, pour les auto-entrepreneurs, il y a une ligne de crédit qui a été mise en place à taux zéro, Oui, à hauteur de 15 000 oui, dirhams remboursables avec un délai de grâce d'une année. Il y a également oui. le Daman Oxygène qui concerne, lui, les entreprises pour justement renflouer les caisses, les liquidités. Mais le taux, et même le Daman Relance, ou en tout cas la ligne de crédit après Daman Oxygène, est limitée à 4%. Donc pourquoi vous dites qu'elle pourrait emprunter à n'importe quel taux? Si vous voulez, bon, moi je parle déjà de la moyenne entreprise, vous voyez, et je parlais, si vous voulez, de l'avant, pour ces crédits-là actuellement. Paraît-il, je n'ai pas des preuves tangibles, mais les banques, quand quelques clients se sont présentés, et ils ont dit, enfin, ils leur demandaient de signer d'autres contrats, et puis ils voulaient leur appliquer un taux pas celui qui est annoncé. Mais je ne dis pas que c'est généralisé, mais ce n'est pas encore bien rodé ce système-là. Mais en tout état de cause, par exemple, qu'il y ait 4%, il n'y a pas, si vous voulez, l'entreprise déjà, elle perd ces 4%. Et elle perd le délai de paiement qui dépasse les 220 jours pour les petites entreprises. Ils sont les plus lésés.
Oui. Donc, s'ils reçoivent, et là, nous, si vous voulez, nous demandons, mademoiselle, enfin, une autre version encore beaucoup plus, la petite entreprise, une fois qu'elle a acquis le marché, ce sont des petits marchés, ils ne sont pas révisables. Et maintenant, la fluctuation des prix sont très, très, très importantes. Alors, la seule façon pour la petite entreprise de s'en tirer, d'ailleurs ça existe pour certaines administrations, c'est qu'à la signature du contrat avec les petites entreprises, on leur avance 20%. Nous avons demandé, nous, maintenant 30%. Pourquoi? Parce que leurs marchés ne sont pas révisables et les fournisseurs ne veulent pas accorder de crédit à la petite entreprise parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas grand-chose à gagner, ça ne les intéresse pas les petites entreprises, tandis que si la petite entreprise va verser des arts pour bloquer les commandes de leur matériel, d'abord il ne va pas y avoir de fluctuation de prix et puis ils vont travailler beaucoup plus rapidement et ils vont faire un chiffre d'affaires beaucoup plus important. Très bien. Donc il faut non seulement payer les gens, les petites entreprises à terme, mais leur accorder des avances parce que leurs marchés ne sont pas révisables. C'est ça ce qui Justement, est maintenant bien. c'est Maintenant, l'une le des mesures financement qui vient. a été entreprise. Alors, nous avons parlé de financement. Il y a également cette question de garantie. L'État a garanti que les banques ne demanderaient plus autant de garanties pour les entreprises pour pouvoir leur débloquer les lignes de crédit. Ceci dit, sans parler de banques, quels sont, selon vous, les moyens de financement, autres que les banques conventionnelles, qui peuvent être déclenchés pour justement donner un peu plus d'oxygène ou laisser ces toutes petites entreprises survivre après cette crise? Ben, il y en a plusieurs. Si vous voulez, le business angel, il y a les crowdfunding, il y a pas mal de choses. C'est à l'état embryonnaire. Il y a aussi le crédit alternatif. Enfin, il y a tout ça. C'est international, mais je crois que ça va demander un peu de temps pour que ça soit vraiment très opérationnel. Mais surtout qu'il y Voilà. ait une loi qui régisse cela, parce qu'il n'y a toujours pas de loi qui régit En justement plus, le crowdfunding ainsi que les autres exactement. financements Exactement. alternatifs. Je voudrais juste revenir, parce qu'on parle de beaucoup d'entreprises qui ont déjà mis la clé sous la porte. Avez-vous, vous, en tant que mouvement des entreprises du Maroc, des chiffres, pour parler factuel, des Si, chiffres des enfin, entreprises? Oui? non, franchement, enfin, on n'en a pas. Mais déjà, si vous voulez, le Haut Commissariat de plan, il a parlé de 57% qui étaient à l'arrêt sur les 142 000 sociétés touchées par l'enquête. Hmm. Et ce qui est important aussi, un chiffre d'ailleurs très inquiétant, parmi ces 57%, il y a 65 ou 67% qui sont des petites entreprises. Je voudrais Ça, juste c'est quand même. vous poser cette question parce que nous parlons beaucoup de la toute petite entreprise, de la petite entreprise. C'est une question Oui. qui revient souvent, qui est d'ailleurs revenue souvent sur ce plateau ou d'autres plateaux sur cette même chaîne Médien TV. Ahmed Bouzidi, qu'est-ce qu'on appelle une toute petite entreprise? Qu'est-ce en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre d'emplois? Ah bah, parmi justement nos recommandations, justement, on a donné des propositions à ce sujet-là. Si vous voulez, il y a deux choses. D'abord, si vous voulez, le langage très courant, c'est la très petite entreprise, c'est l'entreprise qui effectue un chiffre d'affaires inférieur à 3 millions de dirhams. La petite entreprise, on parlait de 10 millions, maintenant on parle de 20 millions. Et nous, justement, on recommande qu'il y ait 20 millions de dirhams et 50 personnes, 50 employés. Et si vous voulez, justement, nous, le MODEM, on est concentré sur la très petite et petite entreprise. Ça ne veut pas dire que les auto-entrepreneurs ne sont pas avec nous, il y en a quelques-uns, mais si vous voulez, notre cible primordiale, c'est la très petite et la petite entreprise. Pourquoi? Parce qu'on considère que la très petite, c'est demain la petite, et que la petite d'aujourd'hui, c'est la moyenne de demain, et ainsi de suite. Il faut avoir une chaîne, des passerelles entre ces différentes sociétés. Et justement, parmi cela, justement, nous avons proposé, si vous voulez, nos recommandations qui sont en 10 points, et le 10e point comporte 60 mesures et procédures pour pouvoir, si vous voulez, pour compléter le Small Business Act marocain et permettre des passerelles très faciles, très simples pour l'auto-entrepreneur qui pour nous c'est un débutant qui va pouvoir à travers une passerelle
passer Oui. à la petite à la moyenne, et ainsi de suite. Merci. Oui, merci beaucoup Ahmed Bouzidi, parce qu'il serait mieux peut-être d'abord de bien cibler, de bien définir le cadre de la toute petite entreprise avant de parler des mesures qui pourront la sauver. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Média TV. Voilà donc pour la première partie. Nous passons tout de suite à la deuxième partie de Questions Écho. Et il sera question donc de modèle économique et plutôt de questions macroéconomiques en cette seconde partie. Nous sommes littéralement en train de vivre la pire récession économique mondiale depuis 1929. Et la reprise n'est pas forcément pour demain, elle sera certainement graduelle. L'activité économique reprend donc à travers le monde, mais doucement. Souhail Jalil nous en dit plus. La pandémie du Covid-19 frappe de plein fouet l'économie mondiale. Sur fond de fragilité du libéralisme mondialisé, la propagation du virus a perturbé les chaînes d'approvisionnement et provoqué la chute de l'investissement et de la consommation, une situation qui a conduit à un risque réel et croissant de récession mondiale, a souligné le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Pour redémarrer la machine, Guterres a appelé les gouvernements du monde à travailler ensemble pour empêcher l'économie mondiale d'entrer en récession. Dans ce sens, les pays membres du G20 se sont réunis lors d'un sommet extraordinaire pour afficher un front uni et tenter de trouver une réponse coordonnée face à la pandémie lors d'un récent sommet virtuel d'urgence présidé par l'Arabie Saoudite. Les membres du G20 ont annoncé leur intention d'injecter plus de 5 000 milliards de dollars dans l'économie mondiale pour contrer les répercussions sociales, économiques et financières de la pandémie. Ces 5 000 milliards se feront sous la forme de relance budgétaire, de garanties de prêts et de mesures non précisées. Mais pour l'heure, et selon la Banque asiatique de développement, l'impact de la pandémie de coronavirus sur l'économie mondiale pourrait être situé entre 2 000 et 4 100 milliards de dollars, soit 2,3% à 4,8% du PIB mondial. Et depuis Agadir par Skype, l'économiste Jamal Diouani. Bonsoir, professeur Diouani. Bonsoir. Alors, tout d'abord, ma première question est elle est un peu relative à la première partie de cette émission. L'État, les gouvernements du monde entier sont intervenus pour aider pendant cette crise les acteurs économiques et notamment les entreprises, comme d'ailleurs certains gouvernements, n'est-ce pas, avaient aidé les banques lors de la crise financière en 2008. Quelles sont, selon vous, les limites de l'interventionnisme de l'État dans l'économie ? En fait, permettez-moi de vous dire que, effectivement, vous avez tout à fait raison de dire que tous les États du monde sont pratiquement dans l'obligation d'intervenir. Quand vous avez des crises de telle ampleur, les gouvernements n'ont pas de choix devant un repli de la consommation, de la demande en général, un repli aussi de l'offre, que d'aider, de subventionner, de soutenir et la demande à travers toutes les formes d'aide qu'on donne aux populations, d'aide directe notamment, ou aux entreprises à travers tous les financements en termes de liquidité et de besoins en fonds de roulement. Les États n'ont pas finalement de choix que d'user de leur pouvoir d'abord de finances publiques pour stimuler la demande, notamment la demande publique, et de l'autre côté, donner donc le feu vert aux banques centrales pour amener plus de liquidité donc, dans l'économie. Bien évidemment, il y aura des répercussions qui sont de nature donc, à se poser la grande question, jusqu'à quelle limite l'État devrait intervenir. Parce que, justement, c'était ma question, professeur. Voilà. C'était ma question. Quelles sont les limites, justement, de cet interventionnisme ? Voilà. Donc, si on creuse du côté de déficit public, bien évidemment, donc, les pourcentages qui sont devenus des sortes de
dogme à travers le monde. Donc, toutes les économies qu'on estime saines devraient normalement pas dépasser les 3,5% de points de PIB, donc de déficit budgétaire. Aujourd'hui, on est dans des proportions qui sont 2 fois plus que ce seuil de tolérance. Donc, au-delà d'un certain, je dirais, de 7-8% de déficit budgétaire, donc de Donc c'est une question de déficit. De déficit, mais au-delà de cela, il y a un problème réel, bien évidemment, de souveraineté des États, parce que en creusant le déficit, à un moment donné, il faut se demander comment on va pouvoir payer cette dette, comment pouvoir donc honorer ses engagements vis-à-vis des partenaires, notamment étrangers. Alors, il y a quelques exceptions à travers le monde. Il y a des économies qui ont développé donc des déficits publics majeurs, notamment le Japon. Le Japon est à 180% de son PIB, mais c'est une dette qui est à majorité une dette intérieure, pas une dette extérieure, et donc les équilibres macroéconomiques sont sauvegardés, vu notamment la puissance de l'économie japonaise n'est pas à démontrer. Voilà. Professeur Diouani, de l'autre côté, parce que l'interventionnisme, si vous permettez, l'interventionnisme passe aussi par la Banque centrale, donc par le marché monétaire, donc par donc l'économie monétaire. Donc on donne plus de liquidités, mais si on prend le cas du Maroc où il y a donc plusieurs mesures qui ont été prises par la Banque centrale pour faciliter aux banques privées donc cette mission mais là, nous parlons de la Banque centrale, nous ne parlons pas de l'État, étant donné que Banque El Maghreb est indépendant, justement, est une institution indépendante de l'État. Oui, tout à fait. Mais il y a aussi des équilibres qui sont macroéconomiques qui sont à respecter, notamment donc l'indicateur d'inflation, etc., qui est donc rattaché donc à cette quantité de monnaie qui devrait circuler dans l'économie. Et donc finalement le gendarme en quelque sorte de la sphère financière qui est la Banque centrale et donc tant qu'elle est indépendante, elle est dans ses missions aussi de maîtriser cette inflation qui est un donné totalement politique. Voilà. Très bien. Nous avons beaucoup de questions et malheureusement le temps est très limité. Donc si vos réponses peuvent être juste un tout petit peu plus courtes, s'il vous plaît, professeur Diouani. Je voudrais juste revenir avec vous sur toutes ces théories, parce que nous entamons une nouvelle ère, un nouveau monde. Beaucoup de théories du siècle dernier ressortent pour décrire ce monde de demain. Il y a l'égalitarisme dans un système libéral, de Rawls d'ailleurs, ou encore le bien-être collectif, ce qui nous ramène à évoquer la justice sociale. Rappelons juste que pour des économistes, notamment Friedrich Hayek, pour ne citer que lui, personne ne cerne parfaitement le sens de cette justice sociale. La vraie justice sociale, selon lui, c'est garantir les droits des citoyens par des institutions exécutives et judiciaires rigoureuses, et non par la redistribution des richesses ou le modelage de la société. Bref, est-ce que vous pensez qu'en post-Covid, la pensée économique sera bel et bien renouvelée ou juste réchauffée ? Renouveler, c'est pas très évident. Parce qu'il faut dire aussi que l'histoire nous enseigne que les grands penseurs d'économie se sont développés notamment en période de crise ou de guerre. Mais on est en période de crise. Ce qui a jusque-là donc interpellé les économistes, c'est le devenir de l'économie mondiale en prenant en considération tous les changements qui ont eu lieu durant cette crise et certainement après. Mais il y a un trait commun donc, qui est celui notamment de cette doctrine libérale qui s'est installée depuis plusieurs décennies déjà. Pour certains, c'est de l'ultralibéralisme, c'est-à-dire qu'on a dépassé totalement les postulats de départ qui ont été donc sur lesquels ont été
fondé donc ces théories économiques libérales, notamment donc la libre circulation des biens et services, des capitaux, la dérégulation des marchés, la réduction du rôle de l'État, le contrôle de l'évolution de la masse monétaire, l'abaissement du coût du travail. Donc, tous ces fondements sont aujourd'hui à revoir quand on voit ce qui se passe en termes de relocalisation et que qui sont donc à l'ordre du jour et toute la, je dirais, déglobalisation, c'est un nouveau phénomène Oui. qui est aujourd'hui donc à prendre en considération dans la pensée économique donc, qui se développe et qui se développera dans les années à venir. Il y a un phénomène aussi extrêmement important qu'il va falloir donc souligner, c'est que ces fragilités qui ont été induites par ce dogme ou cette doctrine ou même cette idéologie d'ultralibéralisme qui a, à mon avis, donc généré plus d'inégalités, donc un creusement de disparités sociales et spatiales, et qui n'a pas résolu finalement le gros problème du monde, donc celui de la pauvreté. Donc on est dans un phénomène d'une certaine loi de conservation de la pauvreté, en quelque sorte. Et le rôle des entreprises et des États, c'est de pouvoir donc répondre à ces disparités. Merci beaucoup Jamal Diouani. Malheureusement, le temps de l'émission s'est écoulé. Et pour justement terminer sur, encore une fois, oui, peut-être c'est la fin de la mondialisation, mais qu'est-ce qui va la remplacer? La question reste ouverte en tout cas, l'avenir nous le dira. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour Questions Écho. Vous pouvez toujours bien sûr interagir avec nous, nous envoyer vos questions via le hashtag Questions Écho. Je m'excuse auprès de nos internautes qui nous ont envoyé leurs questions aujourd'hui, mais malheureusement, pas de temps pour les poser à nos invités. Mais en tout cas, je vous remercie d'interagir avec nous. Très bonne suite des programmes et à demain. D'ici là, prenez bien soin de vous.